Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'industrie textile. On va en faire un petit état des lieux, qui produit les matières premières, qui fabrique les vêtements, qui les achète, et quels sont les impacts sociaux et environnementaux. Et j'aimerais également vous parler d'Asphalt, qui sponsorise cette vidéo. Asphalt, c'est une marque de vêtements qui essaie justement de réduire l'impact de sa production. Et elle utilise plusieurs moyens pour y arriver. Déjà, ils conçoivent tous leurs vêtements à partir des réponses de leur clientèle à des questionnaires. Le but, c'est de savoir exactement ce qu'attend le client. Donc ils vont répondre à un besoin et ne vont pas en créer un nouveau. Ensuite, ils utilisent le système de la précommande. Donc ils ne produisent que ce qui a été précommandé. Le résultat, c'est qu'ils ne font pas de surproduction. Et ça réduit forcément l'impact environnemental puisqu'il n'y a pas d'invendus qui finissent à la poubelle. Et eux, ça leur permet de réduire leur coût de production et donc de réduire l'impact sur le prix final du produit. Et dernier point, ils produisent des vêtements d'une part solides et d'autre part intemporels, comme ce t-shirt. L'objectif, c'est qu'on puisse les porter pendant des années. Et ça permet de réduire la consommation globale de vêtements, qui, vous allez le voir dans la vidéo, est une vraie problématique sociale et environnementale. Sur leur site internet, vous verrez aussi qu'Asphalt s'est engagé à assurer la traçabilité de leurs produits. Vous pouvez voir où sont effectuées les différentes étapes de production et si elles respectent des labels de qualité ou non. Vous avez également une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'eau et d'énergie par vêtement. Alors Asphalt ne prétend pas être parfait, évidemment on peut toujours faire mieux, mais en tout cas c'est une marque qui tente des choses pour essayer de modifier nos usages de consommation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil à leur site internet, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Voilà, un grand merci à eux pour leur soutien et on enchaîne tout de suite avec la vidéo. Alors comme je le disais, aujourd'hui on va parler de l'industrie du textile et des vêtements. Le but, c'est de donner un peu un état des lieux, donc qui produit les matières premières, qui les achète, où sont fabriqués le fil, les tissus et les vêtements, et bien sûr, quels sont les impacts sociaux et environnementaux. Pour commencer, voici un schéma qui représente la chaîne de production simplifiée d'un vêtement. Et vous le voyez, la première étape concerne évidemment les matières premières. Et ce graphique représente les types de matières premières utilisées pour produire du fil dans le monde en 2018 et la part qu'elles représentent dans le total. Deux types se dégagent nettement, le coton et surtout le polyester qui est une matière synthétique. Vous voyez maintenant sur la carte les principaux producteurs de coton. La Chine et l'Inde arrivent largement en tête, suivis des États-Unis, du Pakistan et du Brésil. Et vous voyez également les principaux exportateurs de fibres en polyester. On trouve encore en première place la Chine, suivie de la Corée du Sud, et loin derrière la Thaïlande, l'Inde et l'Indonésie. Alors le polyester n'est pas une matière première à proprement parler, c'est une matière synthétique dérivée surtout du pétrole, et en l'occurrence la Chine, qui est la première exportatrice, se fournit en pétrole essentiellement dans les pays du Golfe. Ces matières premières sont ensuite utilisées pour produire des textiles. Cette phase comprend essentiellement la filature, le tissage et la teinture. Et au final, les premiers exportateurs de textiles en 2019 sont encore une fois la Chine, puis l'Inde, l'Allemagne, les États-Unis, la Turquie, mais vous voyez que la Chine est vraiment très loin devant. Elle a exporté pour 120 milliards de dollars en 2019 contre seulement 17 milliards pour l'Inde, deuxième du classement. Et pour finir, les plus gros exportateurs de vêtements, donc de produits finis, sont la Chine, puis le Bangladesh, le Vietnam, l'Italie, l'Allemagne, l'Inde. Mais encore une fois, la Chine est très loin devant puisqu'elle a exporté pour 151 milliards de dollars de vêtements en 2019 contre seulement 33 milliards pour le Bangladesh qui est deuxième au classement. Donc on est finalement sur un schéma connu, des pays asiatiques, essentiellement la Chine, produisent des vêtements bon marché dont une bonne partie est exportée vers les pays développés, essentiellement occidentaux. Mais l'Union européenne est également une grande productrice de textiles et de vêtements qui se situe plutôt en milieu et haut de gamme, donc plus cher. Elle a exporté pour 136 milliards de dollars en 2019, marché intérieur et extérieur compris. Le problème avec l'industrie du textile, c'est que les exportations et donc la production ont littéralement explosé au début des années 2000, vous le voyez sur ce graphique. Et c'est au moins en partie dû à la fin d'accords internationaux portant le nom d'accords multifibres ou AMF. Les AMF sont des accords bilatéraux mis en place à partir de 1974 entre les pays en développement et les pays développés. Le but était d'imposer des restrictions et des quotas sur les textiles et vêtements qu'il était possible d'importer depuis ces pays en développement et ainsi de protéger les industries textiles des pays développés face à la concurrence. Mais ces accords ont été progressivement supprimés à partir de fin 1994 jusqu'en 2005. La suppression de ces accords a largement profité à la Chine qui a donc pu progressivement augmenter ses exportations, essentiellement vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Ça a forcément lourdement impacté les industries textiles des pays développés et la production en masse de vêtements bon marché a permis également aux marques de multiplier leurs collections. Si elles proposaient souvent 2 collections dans le passé, une été et une hiver en gros, elles ont pu en proposer beaucoup plus, jusqu'à une vingtaine par an. Et finalement, c'est surtout cette explosion du volume de production, en essayant toujours de réduire les coûts, qui a fait de l'industrie textile un secteur à risque en termes d'impact social et environnemental.
Alors cette industrie a souvent été pointée du doigt pour les conditions de travail imposées aux employés. Et on a surtout en tête les usines de filature ou de tissage. Mais le problème en fait survient dès la récolte des matières premières. Le secteur du coton est particulièrement touché. Selon un rapport du Global Slavery Index, le Bénin, le Burkina Faso, la Chine, le Kazakhstan, le Pakistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan sont des pays comportant des risques en termes d'esclavage moderne dans le secteur du coton. Le rapport d'Amnesty International de 2016-2017 indique également qu'au Turkménistan, les autorités ont recours au travail forcé dans les champs de coton. Certains salariés du secteur public sont réquisitionnés pour la récolte et doivent atteindre des quotas sous peine de perdre leur emploi. Et pour atteindre ces quotas, ces travailleurs forcés sont parfois aidés par leurs enfants. En Inde, une étude menée en 2014 et 2015 s'est intéressée à la part des enfants dans les employés travaillant dans les champs de coton. 396 champs dans 72 villages répartis entre 5 États indiens ont été visités. La part des enfants de moins de 14 ans travaillant dans ces champs atteint en moyenne presque 25% et grimpe à presque 29% dans les États du Karnataka et du Rajasthan. Mais plus globalement, en plus de l'Inde, une quinzaine de pays utiliseraient des enfants dans les champs de coton à une large échelle en 2020 selon l'US Department of Labor. Alors ensuite, effectivement, les usines de production de textiles et de vêtements, particulièrement dans les pays en développement, sont également visées. Vous voyez sur la carte les pays accusés d'utiliser des enfants dans la confection de textiles ou de vêtements, ainsi que ceux accusés de travail forcé. Et ces données viennent également de l'US Department of Labor. Donc vous voyez que dans toutes ces catégories, finalement, tous les pays en développement producteurs de coton ou de textiles sont touchés. On va faire un focus sur l'Inde pour ce qui est des usines de production. Une étude publiée en mai 2021 s'est intéressée aux conditions de travail et de recrutement des employés des usines de filage dans l'état du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Ont été interrogés 725 employés de 29 usines implantées dans 9 districts de l'état. La première chose que nous disent les auteurs, c'est qu'il a été difficile de parler aux employés, car un bon nombre d'entre eux, en dehors des heures de travail, habitent des hôtels qui se trouvent dans les locaux de l'entreprise, et ils n'ont que rarement le droit d'en sortir, surtout les femmes. L'étude précise que dans certains cas, les femmes ne sont autorisées à sortir qu'environ une fois par mois pour aller au marché. Donc vous voyez que ce premier point déjà pose un sacré problème en termes de liberté individuelle. Alors pour l'étude, évidemment, la conséquence, c'est que la majorité des répondants sont des hommes, 441 contre 284 femmes, alors que les femmes sont majoritaires dans le secteur du textile et du vêtement, en Inde ou ailleurs. Tous les répondants ont indiqué être en situation de pauvreté, raison pour laquelle ils ont accepté ce travail. Et une importante part de ceux venant d'autres États indiens travaillaient auparavant dans le secteur agricole. Mais le manque de travail les a poussés à accepter l'emploi souvent proposé par des agents de l'usine de filage venus les recruter directement dans leur village. Sur les 725 interviewés, 253 viennent de 11 autres États indiens, et les 472 étant originaires de l'État du Tamil Nadu viennent de 28 différents districts à l'intérieur de l'État. Alors il faut savoir que le Tamil Nadu, c'est grand, c'est presque 700 km du nord au sud et plus de 400 km d'est en ouest. Donc ce que ça montre, c'est que cette industrie repose beaucoup sur des travailleurs migrants, qui viennent souvent de loin, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une grande part d'entre eux vivent dans les hôtels situés dans les locaux de l'entreprise. Ils étaient 481 sur les 725 interrogés. Alors il faut savoir aussi que vivre dans ces logements est même souvent un impératif de l'employeur. 568 des 725 interviewés n'ont également signé aucun contrat de travail et seulement 7 reçoivent des fiches de paie. La conséquence, c'est que quasiment tous travaillent plus d'heures que ce qui leur avait été annoncé à l'embauche. On annonce souvent 8 heures par jour qui se transforment généralement en 10 ou 12 heures. Et ils sont également très souvent moins bien payés que prévu. Bref, en résumé, pas de contrat de travail, pas de fiche de paie, de longues journées et même une liberté de mouvement entravée. Tout ça pour des salaires extrêmement bas. Ensuite, intéressons-nous à quelques-uns des impacts environnementaux de l'industrie textile. Cette industrie consomme énormément d'eau. L'exemple le plus connu est celui de la mer d'Aral. Mer partagée entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, elle a été progressivement asséchée du fait du détournement de ses principaux affluents afin d'irriguer de grandes surfaces agricoles constituées en grande partie de champs de coton, aujourd'hui surtout en Ouzbékistan et au Turkménistan. Cette irrigation massive a débuté durant l'ère soviétique et s'est prolongée ensuite durant les années 90 jusqu'à nos jours. La conséquence a été un assèchement de la mer d'Aral. Vous la voyez à gauche en 1985 et à droite en 2020. Ne subsiste en réalité que le bassin occidental et la partie nord de l'ancienne mer. Alors il faut savoir que l'eau, et notamment celle utilisée en agriculture, est divisée en 3 catégories. L'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise. L'eau verte est celle issue principalement de la pluie. L'eau bleue est celle qui est captée pour l'usage agricole, donc captée des sources, des rivières, des lacs, etc. Et l'eau grise est l'eau de rejet, celle qui est polluée par les processus de production.
Donc dans le cas de la mer d'Aral, le problème a été l'utilisation d'eau bleue, car elle provient d'affluents. Et c'est ça qui pose surtout problème, car ça modifie les cycles de l'eau dans certaines zones. Une étude de 2011 comparait la quantité d'eau nécessaire à la production de différents types de cultures pour la période 1996-2005. Les données datent un peu, mais ça permet d'avoir une première idée. Vous avez le volume en mètres cubes d'eau bleue d'irrigation nécessaire à la production d'1 tonne du produit en question. Et on voit que le coton fait partie des cultures nécessitant le plus d'eau, juste derrière le café. Ça pose problème évidemment dans les milieux les plus arides, puisque cette eau pourrait être utilisée dans d'autres domaines. En Inde, même si la part d'eau bleue utilisée dans la culture du coton est bien moins importante que l'eau verte, son utilisation pose problème. À certains endroits, l'ampleur du détournement des rivières, combinée à la rareté de l'eau, crée un manque pour les populations locales, que ce soit en eau potable ou en eau pour se laver. Ça a un impact aussi évidemment sur les écosystèmes qui se dégradent. Ça peut mener par exemple à une baisse des quantités de poissons d'eau douce, impactant les populations qui s'en nourrissent habituellement. La culture du coton est également une grande consommatrice de pesticides et d'insecticides, dans des pays où la réglementation sur le sujet est souvent bien plus souple qu'en Union européenne. Ça peut impacter la biodiversité en contaminant le sol des champs, mais également le sol des terres en aval via l'écoulement des eaux, donc les eaux grises. Et à forte dose, l'impact sur la santé humaine est avéré. Ensuite, intéressons-nous à la matière star de l'industrie textile, le polyester. Comme on le disait en début de vidéo, c'est un dérivé du pétrole, et un des gros problèmes du polyester, mais aussi des autres matières dérivées du pétrole, c'est qu'il relâche des microplastiques. Plusieurs études ont été menées en Suède afin d'évaluer la présence de microplastiques dans les eaux de la mer Baltique, et également d'évaluer le nombre de microplastiques rejetés dans les eaux usées après avoir fait tourner une machine à laver. Les résultats ont montré d'une part que les microplastiques sont omniprésents dans la mer, pour la Suède en l'occurrence surtout au niveau des côtes ouest du pays, et d'autre part que le nombre de microplastiques rejetés par une machine varie énormément. Entre 5 000 et 5 375 000 particules de microplastiques étaient rejetées par kilo de vêtements. Au final, on estime qu'environ un tiers des microplastiques présents dans les océans et originaires d'Europe seraient issus de nos machines à laver. Une des études explique également que le traitement des eaux usées en sortie de machine influe énormément sur les rejets et peut les réduire jusqu'à 97%. Et bien sûr, la production de vêtements, comme toute production industrielle, est émettrice de gaz à effet de serre. Une étude de 2015 donne par exemple la part des émissions de CO2 dans le cycle de vie d'un t-shirt blanc à manches longues en coton. Ce qu'on voit, c'est que les phases les plus émettrices sont la fabrication, et plus particulièrement le filage, la teinture et la création en elle-même du vêtement, et l'usage par le consommateur, du fait notamment de l'utilisation d'énergie lors du lavage et du repassage. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le transport ne représente que 3% du total, alors que dans cet exemple, le coton est produit aux États-Unis, le vêtement réalisé au Bangladesh et vendu en Allemagne, donc il parcourt pas mal de kilomètres. Alors dans cet exemple, on parle de coton, mais évidemment la production de matières synthétiques et notamment de polyester est également émettrice de CO2. De nombreuses étapes sont nécessaires afin d'obtenir la fibre synthétique depuis le pétrole brut. Donc finalement, vous voyez que les impacts de l'industrie textile sont assez classiques, impacts environnementaux locaux avec l'eau et les pesticides, et plus globaux avec surtout les émissions de gaz à effet de serre et les microplastiques. Et évidemment, impacts sociaux avec les conditions de travail dans les champs et dans les usines. La différence ici, c'est que la fast fashion, l'hyperconsommation de vêtements, ne fait qu'amplifier ces problèmes du fait d'un volume de production toujours plus grand. Des estimations prévoient qu'en 2050, l'industrie textile émettra jusqu'à 26% des émissions de gaz à effet de serre si les tendances de consommation se maintiennent. Alors en tant que consommateur, que peut-on faire? Déjà, acheter moins et acheter des vêtements qu'on est sûr de porter régulièrement. Privilégier les fibres naturelles plutôt que synthétiques qui relâchent des particules de plastique au lavage, et si possible se tourner vers des labels comme par exemple le label GOTS pour Global Organic Textile Standard. Ce label certifie la présence de 70 à 95% de fibres biologiques dans le vêtement, ainsi qu'un impact réduit sur l'environnement lors de la production, interdiction d'OGM ainsi qu'un certain nombre d'autres composés chimiques, traitement des eaux usées, minimisation des déchets, mais il certifie également l'abolition du travail des enfants et du travail forcé, évidemment, mais également le respect de normes fixées par l'Organisation internationale du travail qui régit les conditions de travail. Alors ça ne veut pas dire que ce genre de label assure une production 100% clean, car le traçage est toujours quelque chose de compliqué, mais c'est déjà un premier pas si on veut réduire son impact. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors évidemment, on n'a pas pu parler de tout, on aurait pu faire un focus sur la pollution locale de la teinture des vêtements, on aurait pu parler de la filière cuir par exemple, mais j'espère que ça vous a quand même permis d'y voir un peu plus clair. Encore un grand merci à Asphalt qui sponsorise cette vidéo. Je vous rappelle que vous trouverez tous les liens vers leur site dans la description. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez le faire via Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Et encore un grand merci à tous les gens qui me donnent un peu de leur argent tous les mois pour soutenir la chaîne. Vraiment, ça fait super chaud au cœur. Voilà, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!